Bonjour. Bonjour tout le monde. Je vais arrêter le partage d'écran pour apparaître sur l'écran. Bonjour. Nous allons commencer donc cette première visioconférence de la SFPT. Cette visioconférence est enregistrée et ensuite elle sera disponible sur le site de la SFPT, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ces visioconférences, c'est une décision qu'on a prise il y a déjà quelques temps, mais ça avait mis du temps à se mettre en place. Et donc, l'idée, c'est de présenter des travaux qui sont... je vais arrêter désactiver le son. Si vous pouvez désactiver le son de vos écrans pour pas avoir de son parasite. Oui, je disais donc, Jean-Paul, si tu pouvais désactiver le son, excusez-moi. Oui, ces visioconférences, ce sont des visioconférences que l'on compte mener tous les 2 mois. Et pendant une période un peu probatoire de 1 an, on verra si c'est intéressant, s'il y a du monde qui les regarde. Voilà, donc la première, on va donner la parole à Michael Tonon, qui est donc un ancien ingénieur de l'IGN et qui est actuellement qui est expert en cartographie spatiale et télédétection. Et cette conférence se fait un peu en l'honneur de Pléiades Néo, puisque Pléiades Néo a été lancé le premier satellite a été lancé il y a 1 an, il a été suivi par un deuxième, et on attend maintenant le lancement des 2 suivants. Donc c'est vraiment une sorte d'anniversaire, c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Donc je vais présenter très rapidement Michael. Donc c'est un expert en cartographie spatiale et télédétection dans le service de géosolutions chez Airbus Defence Space à Toulouse. Et c'était l'ancienne Spotimage. Il est spécialiste dans les projets de production de couches d'informations en 2D et 3D d'origine spatiale, plutôt pour la défense. Donc, il connaît bien Pléiades Néo, et je vais lui laisser la parole. Donc, on aura quelques minutes, une petite minute de présentation par Michael du titre et des objectifs. Et ensuite, donc, il va nous présenter quelques planches qui sont superbes, que j'ai déjà vues, qui vont un petit peu illustrer son propos. Donc ensuite, Michael, tu as à peu près 20-25 minutes de temps de parole. Et après, je laisserai la parole au public s'ils veulent poser des questions. Voilà, je te laisse la parole. Je vais juste partager l'écran avec toi. Est-ce que vous voyez mon écran? Marie-Josée, tu vois mon écran? Oui, c'est bon, tu peux y aller. Très bien. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup, Marie-Josée, d'avoir organisé cet événement. C'était quelque chose que tu avais à cœur déjà depuis un certain temps, et je suis vraiment particulièrement content que tu aies réussi à le concrétiser. Donc effectivement, c'est un anniversaire, c'est à peu près les 1 an de Pléiades Néo. Donc pendant cette présentation, je vais vous parler de cette nouvelle constellation de satellites. Alors je vais commencer d'abord par rappeler l'héritage, ce que Pléiades Néo doit au passé spatial, si je puis dire. Et puis après, j'irai détailler un peu plus les caractéristiques de Pléiades Néo et ce qu'il apporte un petit peu de nouveau. Alors, effectivement, Pléiades Néo est un héritier, c'est-à-dire que Pléiades Néo est lancé et opéré par
Airbus DSGO, hein, comme vous devez le savoir, donc une société privée. Malgré tout, Pléiades Néo, c'est un héritage. Il est issu de toute une filière d'observation de la Terre qui a été développée par l'État depuis un peu plus d'une soixantaine d'années. Et donc, j'en profite pour rendre hommage à cet investissement assez précoce dans l'espace, dans l'observation de la Terre, qui a permis à la France, finalement, d'être à présent parmi les leaders mondiaux de l'observation de la Terre. On peut dire, pour faire simple, que la France, en termes d'observation de la Terre civile commerciale, est quasiment à la deuxième place, derrière les Américains. Donc, c'est quand même, pour un petit pays comme la France, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est dû, je dirais, à nos anciens, nos prédécesseurs, à tout cet investissement dans l'espace que je vais brièvement résumer. Je le commence évidemment avec la création du CNES en 1961. Je dirais le démarrage du spatial et donc là-dedans de l'observation de la Terre. J'ai mis des dates qui m'ont paru un petit peu symboliques et des choses qui moi, ont pu me marquer au cours de ma carrière dans cette observation de la Terre. Les pouvoirs publics étaient assez cohérents entre eux, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il a été décidé d'investir dans l'espace, et notamment dans l'observation de la Terre, eh bien, les grands organismes étatiques, qui étaient des potentiels utilisateurs d'images, ont cherché à développer le marché, développer les compétences, puisque dans les années 70, 60-70, personne n'utilisait, d'ailleurs l'imagerie spatiale était très très rare. On commencera à avoir des images Landsat dans les années 70, mais leur utilisation était encore plus confidentielle. Donc un certain nombre d'organismes étatiques, comme le CNES, comme l'IGN, comme l'IFREMER, comme le BRGM, j'en oublie probablement, ont créé le Groupement pour le développement de la télédétection aérospatiale, donc un organisme public, pour former les gens aux futures images SPOT. Le programme SPOT, donc satellite pour l'observation de la Terre, a commencé en 1977. Comme le CNES se sentait pas, enfin pour parler un peu trivialement, se sentait pas de vendre des images sur le marché, parce que ce n'est pas sa vocation, il n'est pas structuré pour. Il a créé en 1982 une structure, Spot Image, donc dédiée pour ça. Au niveau des idées, parce que évidemment le mouvement a suscité d'énormes progrès en termes de développement de satellites, de capteurs, mais il a fallu aussi une réflexion scientifique et technique sur les outils d'exploitation des images. Et bien, cet effort a été porté dans les années 80 par l'IGN, qui est l'héritier en photogrammétrie, je dirais, des premiers photogrammètres militaires. Hein. Donc, c'est l'IGN, du point de vue étatique, qui a gardé depuis l'OCDAT et depuis d'autres, qui ont gardé cette expertise photogrammétrique. Et donc, en 86, l'IGN a appliqué aux images spatiales SPOT, qui étaient dans une géométrie particulière qu'on appelle le push-broom, qui était différente de la géométrie oblique conique des images aériennes. L'IGN a développé donc les outils de spatio-triangulation basés sur son expérience avec les images aériennes, donc en aérotriangulation. C'était la thèse d'Isabelle Veillé en 1986. Je pense que c'était quasiment une première mondiale, hein, parce que les images Landsat américaines de l'époque ne permettaient pas une telle souplesse géométrique. Donc, encore une fois, la France était un des piliers, un des pays moteurs hein, dans tout ce développement de l'observation de la Terre. Et puis après, c'est la grande histoire des lancements des satellites SPOT de 1 à 5, de 86 à 2002. Donc une histoire qui est une success story, hein, c'est-à-dire que les retombées, y compris commercialement, les retombées commerciales de ces satellites ont été très importants pour la France, et en général, et pour Spot Image en particulier. Le programme a continué, enfin, je dirais la vision étatique avec le lancement des satellites Pléiades à partir de 2011.
Et puis après, je dirais dans cette période des années 2000-2010, l'État a considéré que le marché commençait à être mature, que donc l'État arrivait un petit peu en bout d'une partie de son investissement, et donc il a commencé à laisser se développer et à accompagner des sociétés privées pour reprendre le relais. Le marché étant mature, la formation étant jugée donc du coup moins prioritaire, le GDTA a fermé en 2004. EADS Astrium a racheté Spotimage. Le CNES était l'actionnaire majoritaire, donc Astrium a racheté Spotimage en 2008. EADS Astrium est devenu Airbus DS Géo, enfin pour cette partie-là. Et donc, nous avons procédé au lancement des satellites Spot 6-7 à partir de 2012, et puis donc des satellites Pléiades Néo donc depuis l'année dernière, et ça, le mouvement va s'accompagner, je vais en reparler, en 2022. Donc, le marché de l'observation de la Terre en France est en passe, alors pas complètement, parce que Pléiades vole toujours, hein, de l'observation de la Terre civile, encore une fois, est en passe de devenir essentiellement privé. Airbus va lancer aussi en 2024 une autre constellation qui s'appelle CO3D, hein, pour faire des modèles numériques de terrain massivement, hein, sur la planète entière avec des résolutions impressionnantes, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Je vais me concentrer sur Pléiades Néo, donc, dont les deux premiers, comme le rappelait Marie-Josée, ont été lancés l'année dernière. Alors d'abord, quelques images pour vous montrer un petit peu la finesse de ces images, donc sans dévoiler un secret, je pense que c'est largement déjà connu. Pléiades Néo a une résolution de 30 cm, et c'est un 30 cm natif, hein, pas rééchantillonné. On sait la polémique qui avait pu accompagner Pléiades, 70 cm, mais rééchantillonné à 50. Là, c'est du natif. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de dire en termes d'héritage que, comme vous l'avez noté, les satellites lancés par Airbus, Spot 6-7, Pléiades Néo, reprennent les noms de leurs prédécesseurs étatiques, hein, pour bien montrer que cette filiation est complètement assumée. Hein. Et voilà. Donc là, vous observez les infrastructures de Blagnac, tous les Toulousains connaissent bien, hein, donc on peut observer la finesse des détails, les structures tubulaires, hein, de l'aéroport de Blagnac. On est ici sur le barrage d'Assouan, où là encore, tous les détails des installations électriques associées au barrage sont extrêmement visibles. Hein. Donc moi, je trouve ça extrêmement impressionnant. J'ai commencé ma carrière avec du spot à 10 mètres de résolution. Hein, donc, effectivement, quand je vois ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Une petite vue de la ville de Nice pour montrer en termes de géographie, parce que c'est une des applications importantes de Pléiades Néo, c'est bien sûr la cartographie, les modèles 3D, et notamment urbains. Vous pouvez observer ici la finesse de ce que l'on peut observer sur une ville comme Nice. Le détail des bâtiments, le détail des toits, qui nous mène à une description qu'on peut appeler LOD2, hein, ce qui est quand même extrêmement détaillé depuis l'espace. On voit les passants, hein, sur la promenade des Anglais, on les voit avec leurs ombres. Et lorsque les façades sont orientées des bâtiments, évidemment, on a une description assez fine des façades et des fenêtres. Les sites industriels, puisque ça aussi, en cartographie ou en géographie militaire, ça peut être quelque chose d'intéressant. On a une description, là encore, vous pouvez en juger, assez fine sur un site industriel chilien, du niveau de détail que les images peuvent apporter. C'était pour illustrer ici en Indonésie, à Jakarta, une ville un peu plus dense que ce qu'on peut observer à Nice, naturellement. Donc des très petites maisons, très imbriquées les unes contre les autres. Là encore, l'image Pléiade fait très bien la distinction. Hein. Donc on pourra avoir une cartographie très fine des toits. Vous pouvez observer ici, on a des camions. On fait très bien le distinguo entre voiture et camion, par exemple, hein, ou même voiture, break, camionnette, camion. Après, au sein des voitures, on n'ira pas identifier la marque, mais on sait déjà catégoriser les véhicules, par exemple.
une vision d'un bateau de guerre, pour illustrer peut-être une composante un peu plus renseignement. Mais là encore, il y a de quoi se régaler en termes de description d'infrastructure. Observez les grues ici sur le côté et bien évidemment les voitures qui sont sur les parkings. Comme je vous disais, on reconnaît ici une camionnette sans problème. Un petit camion ici, ou des voitures. Ici, celle-là, elle a quelque chose sur son toit, genre voiture de police ou taxi. On reconnaît très bien les grands types de véhicules. Alors, anecdotique ou pas, enfin, vous voyez ici, on est au Kenya, sur les parcs, un parc qui s'appelle Masai Mara. Ce ne sont pas des animaux sauvages, ce sont des bovins, un troupeau de vaches. Alors, vous allez dire quel est l'intérêt. Un des domaines qui intéresse de plus en plus, pour le coup, plutôt nos amis militaires, c'est ce qu'on appelle la géographie humaine, c'est-à-dire la vie des populations, des ethnies, des religions, etc. Ou la vie pastorale, enfin, je veux dire les nomades qui se déplacent avec des troupeaux. C'est quelque chose pour cartographier les zones de pâturage qui seraient extrêmement détaillées. L'Arc de Triomphe pour les Parisiens, j'avais commencé avec Toulouse, je vais presque terminer les images avec Paris, encore une fois, pour vous montrer le niveau de détail de ces images. Une petite roue Dubaï, vous voyez les haubans de la roue, chaque alvéole, c'est quand même assez, encore une fois, assez impressionnant. Toulouse, encore une fois, la place du Capitole. Voilà, une vue particulièrement oblique. Donc, on voit bien la façade du Capitole, mais du coup, on perd un petit peu en résolution. Alors, plus anecdotique, c'est une vue de Kaboul. Donc, parmi les premières images de Pléiades Néo, Pléiades Néo donc lancé en avril pour le premier. Là, on est en août 2021. Donc, vous vous souvenez qu'en août 2021, c'était la période de panique et d'évacuation de Kaboul face à l'arrivée des talibans dans la ville. Et là, en prenant une image de Kaboul, à côté de l'aéroport, on voit un drone. Donc, il y a une puissance quelconque, probablement les Américains, qui faisaient voler leur drone à ce moment-là d'observation. Voilà. Bon, quelques images pour un peu une mise en bouche, je dirais, pour vous montrer que c'est réellement de la belle image. Et puis, je vais vous donner quelques caractéristiques des satellites. Donc, comme je vous disais, Pléiades Néo, alors on les a numérotés, là encore, en hommage aux anciens Pléiades. Donc, c'est Pléiades Néo 3, 4, 5, 6. On en a deux qui volent, les 3 et 4. Ils sont en opposition, c'est-à-dire ils sont à 180 degrés autour de la Terre. Excusez-moi, c'est mon chien, désolé. Les deux prochains se mettront également en configuration pour être à 90 degrés les uns des autres, pour avoir la meilleure revisite et couvrir au maximum la Terre. Les deux prochains seront lancés, alors ça devait être l'été, et puis ça dérive un petit peu, dans le deuxième semestre. Je n'oserais pas trop me prononcer, peut-être à l'automne, on verra. Donc, ce sont des satellites d'observation de la Terre, donc assez classiquement, ils sont synchronisés avec le Soleil pour arriver à la verticale du même point à la même heure, pour respecter les ombres. Pour la télédétection, c'est quelque chose d'important. Ce sont des satellites spatiaux, donc c'est des altitudes toujours plus ou moins les mêmes, entre 600 et 700 km, ou 800 des fois. Donc là, c'est du 620 km d'altitude. Une répétitivité, c'est-à-dire le fait de revenir au même point, au-dessus du même point, c'est 26 jours par satellite. Et ils font une orbite à peu près en 1h30, enfin 97 minutes. Et ils acquièrent à 10h30, heure locale ne descendant, c'est au niveau de l'équateur. Donc, ce sont comme je vous disais, 30 cm de résolution pour le panchromatique, 1,20 m pour le multispectral, une fauchée de 14 km, et donc au total, on a 7 bandes, donc une panchromatique et 6 bandes multispectrales. Donc on le verra un peu plus loin, rouge, vert, bleu, un red edge, un proche infrarouge et un deep blue. Mais je vais y revenir un peu plus loin.
Donc, en quelques chiffres, 4 satellites identiques, une capacité journalière avec les 4 satellites quand même, hein, pour le moment on est à la moitié, qui sera de l'ordre de 2 millions de kilomètres carrés par jour. Donc, c'est quand même colossal. Alors, évidemment, pour que ce soit exploitable, il faudrait qu'on acquiert en permanence et qu'il n'y ait pas de nuages pour que ce soit intéressant, mais c'est une capacité théorique de 2 millions de kilomètres carrés. Donc, vous imaginez les volumes, j'y reviendrai là encore. Ça change les méthodes de travail également, hein, ce genre de volume. Donc, c'est une durée de vie de 10 ans. En général, c'est même plus que ça, mais au moins garanti, c'est 10 ans. Une revisite avec les 4 satellites, on peut arriver à 2 fois, même quelques fois un peu plus suivant les latitudes, mais au moins 2 fois par jour. Donc, ça peut être intéressant pour des applications. Disponible 100% commercialement, ce qui n'est pas le cas de nos rivaux. Donc, pour le moment, comme je disais, on est au coude à coude avec les Américains. Les Américains ont quand même un petit cran d'avance, mais on les a rattrapés puisqu'ils ont déjà un satellite à 30 cm, mais nous, maintenant, on a une capacité supérieure en attendant qu'ils lancent, eux, leur génération suivante. Donc, on est un peu dans une configuration favorable. Et nous, nos satellites sont 100% disponibles commercialement, ce qui n'est pas le cas des Américains, pour lesquels la défense américaine a préempté une bonne partie de leurs acquisitions. Et donc, pour le marché, pour les applications civiles, ils ont peu de disponibilité. Les satellites Pléiades Néo peuvent avoir 15 plans par jour, j'y reviendrai. C'est la capacité à recevoir des ordres d'acquisition, donc beaucoup plus que Pléiades, mais j'y reviendrai. Alors justement, vous voyez ici une des comparaisons. Alors attendez, je vais minimiser ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne entre Pléiades et Pléiades Néo? Alors Pléiades, on en avait 2, Pléiades Néo, on en aura 4. On passe d'un 70 cm de résolution natif à du 30 cm, ça vous le savez déjà. Pléiades avait une capacité de 2 téraoctets par jour et par satellite. On passe à Pléiades Néo à du 18 téraoctets par jour et par satellite. Donc c'est colossal. C'est 20 fois plus de pixels à acquérir et à traiter avec Pléiades Néo. D'où la recherche de développer des outils d'analyse de type intelligence artificielle, des traitements massifs sur le cloud, parce qu'on a du mal à suivre, je veux dire, pour traiter une telle masse d'informations. Je reviens donc sur les plans d'acquisition. En fait, c'est les ordres qu'on lance en satellite pour lui donner des nouvelles cibles à acquérir. Donc, sur Pléiades, on avait 3 plans par jour, ce qui permettait d'émettre une demande d'acquisition à peu près 3 heures avant l'acquisition. Là, on a 15 plans, donc on réduit considérablement les délais entre l'acquisition et la demande. On est plutôt de l'ordre d'une demi-heure. Et donc, globalement, ça peut nous permettre d'acquérir, dans les situations favorables, en moins d'1 heure, une image, hein, ce qui est quand même, là aussi, assez intéressant. Là où, autrefois, on était plutôt entre, suivant les endroits, 4 et 12 heures. Pour améliorer encore la vitesse d'acquisition, on a mis en route ce qui s'appelle l'autoroute de l'information spatiale, pour vous éviter le terme anglais. Donc ça, c'est complètement nouveau pour nous, c'est-à-dire qu'on utilise des satellites géostationnaires, EDRS, satellites européens, géostationnaires, pour pouvoir envoyer des ordres d'acquisition ou, dans un sens, dans l'autre sens, récupérer des images via du laser sur des endroits où il n'y a pas de station de réception capable immédiatement de faire la même chose. Donc vous voyez en vert dans les cartes, dans la diapo, les endroits où on peut envoyer via ce satellite géostationnaire. Donc vous voyez le petit dessin, hein, depuis Toulouse, on a une antenne qui envoie au satellite géostationnaire notre demande d'acquisition, et le satellite géostationnaire la transmet à Pléiades Néo dans un endroit où lui n'est pas atteignable par la station toulousaine ou par une autre station existante. Inversement, le satellite, il va acquérir son image, il va envoyer l'image sur le satellite géostationnaire, qui va l'envoyer à Toulouse. Donc c'est un mode plus onéreux, mais qui permet de booster complètement la réactivité. Et là, on garantit une acquisition qui est de moins d'1 heure entre le moment où on a envoyé l'ordre d'acquisition et la donnée prête à l'utilisation, enfin prête sur un FTP, prête à être utilisée, à être expédiée à un utilisateur. Donc vous voyez, le durée moins d'1 heure, finalement,
l'acquisition, dans ce mode-là, c'est pas elle qui occupe l'essentiel du temps. Une bonne partie du temps nécessaire, c'est le traitement de l'image au sol. L'acquisition elle-même devient extrêmement réactive. Pour la géographie et la cartographie, alors là, vous voyez une vue de Paris. Pour illustrer les capacités, le satellite peut acquérir en une passe 7500 km² avec un angle inférieur à 30 degrés, donc pour pas que ce soit trop oblique, donc ce qui correspond à une zone de 70 par 110 km. Donc de manière quasi simultanée, hein, c'est en quelques secondes. Donc du coup, des données qui sont très homogènes pour la cartographie, il n'y a pas de problème de date, de différence de date. Et puis avec le deuxième satellite qui va passer, on acquiert à peu près la même surface. Donc en fait, la même journée, on peut acquérir 15 000 km² d'images connexes, hein, pour faire de la couverture et éventuellement produire de la donnée, des mosaïques, de la cartographie derrière. Alors, pour revenir aux bandes spectrales, vous les voyez affichées ici. Donc, vous voyez par comparaison ce qui était pratiqué sur Spot. Alors, c'est Spot 6-7, hein, les derniers, sur Pléiade et donc sur Pléiade Néo. Donc, pour le panchromatique, en fait, les bandes spectrales, pour celles qui sont les mêmes, ressemblent plutôt à du Spot qu'à du Pléiade, hein, en général. Bon, voilà, pour des raisons propres à l'industriel. Donc, ce qui est nouveau par rapport à Pléiade ou Spot, c'est qu'en plus du vert, du bleu, du vert, du rouge et du proche infrarouge, on a 2 bandes supplémentaires, donc un deep blue entre 0,4 et 0,45 micromètres et un red edge 0,7, 0,75. Alors, quel est l'intérêt de l'un et de l'autre? Alors, le red edge, on peut l'illustrer ici. Vous voyez, un red edge, ça veut dire qu'il est très près du rouge. En fait, il va se situer entre la bande de rouge et la bande du proche infrarouge. Vous voyez ici ce qui est représenté, ce qu'on appelle une signature spectrale, c'est-à-dire de la végétation, comment la végétation réagit selon les différentes bandes spectrales. Vous voyez que dans le visible, c'est le vert, hein, qui réagit le plus, donc on a tendance à voir les feuilles en vert. Et puis, vous voyez que dans la partie entre le rouge et le proche infrarouge, eh ben, on a la végétation qui décolle avec certains pics qui peuvent être plus ou moins caractéristiques. Et c'est là un petit peu le créneau du Red Edge. Donc, c'est essentiellement pour des études de végétation, hein, pour venir un petit peu compléter l'information produite par le proche infrarouge et le reste, mais c'est souvent le proche infrarouge qui était utilisé, et permettre de mieux discriminer la végétation, l'état de la végétation. Est-elle malade, est-elle en stress, voire aider à interpréter sur le type de végétation. Le Deep Blue, alors là aussi c'est une nouveauté. Alors je ne vous cache pas qu'il peut y avoir un effet de mode puisque déjà les Américains avaient lancé ce genre de bande depuis l'espace. L'idée néanmoins du Deep Blue, c'est d'avoir une meilleure pénétration dans les surfaces en eau. Donc il faut que ce soit quand même des surfaces d'eau plates, avec une turbidité pas trop importante. Mais disons que le Deep Blue pénètre mieux que les bandes classiques qu'on utilisait auparavant. Donc ça reste encore à être évalué, hein, pour savoir dans quelle mesure, entre la théorie et la pratique, hein, dans quelle mesure ce Deep Blue nous permettra d'aller plus loin. Mais voilà, on a quelques espoirs que ça puisse un petit peu doper des études bathymétriques, hein, sur des bords de mer. Ça peut aider également à une meilleure discrimination dans les ombres et pour caractériser certains types de glaces. Bon, là encore, on compte sur des études pour illustrer les effets de ça. Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à quelques privilégiés, nous allons lancer lors de l'ISPRS un user group Pléiade Néo, hein, dans lequel les chercheurs qui s'associeront à cette démarche pourront bénéficier d'images tests en échange de publications et des résultats, hein, que les résultats soient publiables et utilisables. On espère créer un sous-groupe France à travers la SFPT, avec l'aide probablement de TIA, ça sera en discussion.
afin que des gens qui n'ont pas forcément accès à l'international ou à l'anglais ou qui préfèrent, qui sont plus dans un domaine France, puissent également participer à ce user group. Donc, un sujet peut être aussi des études de type bathymétrique. Voilà, ici, on verrait donc une description des fonds sous-marins. Quelques mots sur les produits. Alors, assez classique, les produits, soit les images peuvent être livrées sous forme bundle, c'est-à-dire la bande Panchro et les banques spectrales séparées, ou en mode fusionné, pan-sharpen, c'est-à-dire que là, le multispectral et le Panchro sont donc fusionnés à la meilleure résolution, celle du Panchro. Au niveau géométrique, soit c'est du primary, c'est-à-dire du capteur parfait, soit ce que nous on considère comme des images brutes, même si ce n'est pas sous cette forme qu'elles sont réceptionnées, mais brutes pour l'utilisation. Du projectile, c'est-à-dire c'est rectifié, ou du l'orthorédie aussi, on peut dire. C'est une image qui est orthorectifiée à une altitude constante, l'équivalent de ce qu'on devait appeler autrefois du 2A ou quelque chose comme ça. Sauf que là, ça peut être repris avec un MNS supplémentaire grâce à des RPC qui accompagnent le produit. Et puis une ortho, elle a été rectifiée, le relief a été corrigé à partir d'un modèle numérique d'élévation. Et puis du point de vue radiométrique, les produits peuvent être soit dans leur, je dirais, dans leur jus basique, soit avec, en réflectance. Donc là, il y a des effets atmosphériques qui sont corrigés. On accède à des valeurs physiques au niveau des pixels, et ça assure aussi une certaine homogénéité des images voisines grâce à cette réflectance. Ça, c'est assez intéressant. Les deux premiers, c'est du 16 bits. Le dernier, c'est un display qui, lui, est en 8 bits pour les gens qui auraient besoin d'images simples à utiliser. Les images peuvent être livrées soit en géotiff, alors c'est globalement un format d'IMAP, mais dedans, les images peuvent être soit en géotiff, donc c'est sans compression, soit en JPEG 2000, avec une compression dite optimize ou regular. Voilà. Les deux peuvent être livrés également en 8 bits, notamment c'est le cas des images display. Au niveau de la précision géométrique, donc le modèle, la localisation native du satellite est spécifiée à mieux que 5 mètres, CE90 on a dit. Dans les faits, actuellement, c'est même bien mieux que ça, on est plutôt à 3 mètres 50, ce qui est quand même excellent, sans point d'appui, rien du tout. Alors, il se trouve que Airbus dispose d'une base de points d'appui qu'elle a réalisée et coéditée avec l'IGN, qui s'appelle la base SRP, qui, de toute façon, même si cette précision native dérivait, on est capable de la ramener, de réaffiner le modèle jusqu'à une précision de 3 mètres 50 au nadir. Voilà. Le calage relatif interbande est à mieux que le pixel Panchro. Alors, en utilisant nos bases de calage maison, donc celles qu'on a développées avec l'IGN, plus des modèles numériques d'élévation d'origine interférométrique développés par nos collègues allemands, on est en capacité de garantir partout dans le monde des ortho-images meilleures que 5 mètres CE90. Donc ça aussi, c'est assez exceptionnel. La capacité de précision qu'on appelle ultime du satellite, c'est-à-dire si on avait des points de calage parfaits, si on avait un modèle numérique d'élévation parfait, et donc on corrigeait tout parfaitement, et ben dans le meilleur des cas, on arriverait à du 30 cm CE90 pour la planimétrie et du 50 cm LE90 pour l'altimétrie. Donc on ne fera jamais mieux que ça. Je pense que dans les faits, dans l'altimétrie, oui, on sera entre 50 cm et 1 mètre, ce qui est déjà excellent. Quelques vues de modèles 3D, je sais plus, je crois que c'est Marseille. Donc le stade, voilà un modèle 3D. Donc ça aussi, c'est des choses qui ont besoin d'être quantifiées. On n'a pas pu lancer encore beaucoup d'évaluations 3D parce que depuis la commercialisation, on a eu quelques problèmes sur le format stéréo.
Maintenant, c'est réglé, mais du coup, les évaluations n'ont pas vraiment commencé. Je pense que le user group contribuera à booster les évaluations, y compris 3D. Donc là, une partie un peu plus naturelle. Vous voyez le modèle 3D avec toute la partie, ça ce sont des carrières qui sont très bien matérialisées. Les bâtiments sont particulièrement bien pris en compte. Encore une autre vue. Voilà. Donc là, on aimerait bien, en modèle numérique en MNS, hein, on aimerait bien développer des produits. On verra à 50 cm ou 1 mètre de résolution, mais on sera dans ces créneaux-là. Et donc, comme je vous disais, avec des qualités altimétriques inférieures au mètre. Vous imaginez les développements et les applications qu'on peut en tirer sur justement liés à la forme des toits, liés aux smart cities, enfin tout ce qu'on peut développer autour du développement urbain et des modélisations associées à ça. Alors un petit film justement d'une vue 3D issue de Pléiades Néo pour vous montrer un petit peu comment les bâtiments apparaissent. Alors, je sais pas, c'est pas très fluide de mon côté, je ne sais pas ce que vous voyez vous. Peut-être un peu saccadé. C'est pas très fluide, mais c'est normal. Ça passe quand même. Bon. Voilà, regardez bien la forme des bâtiments, c'est quand même assez impressionnant comme modélisation 3D. Voilà. Alors nous développons également ce qu'on appelle un mode, alors ce n'est pas le mode H, il y a une lettre qui est partie, c'est le mode HD. Là aussi, c'est déjà quelque chose, on n'est pas pionnier en la matière. Les Américains ont tiré les premiers, ils ont développé également un mode HD. Pour l'intérêt du mode HD, haute définition, hein, c'est pour améliorer la résolution. Alors, il y a un peu de marketing là-dedans, c'est-à-dire que les images HD, là, on les proposera à 15 cm. Alors, regardez, là, on est à 30 et là, on est à 15. C'est le mode HD. Le mode à 30 et le mode à 15. Alors, vous voyez qu'ici, sur la piste d'athlétisme, on fait ressortir les traits, enfin, les bandes qui matérialisent les différentes pistes, on les fait apparaître. Alors, c'est peut-être pas très visible, j'ai peut-être coupé au mauvais endroit, mais il y a des éclairages publics qu'on voit beaucoup mieux. Disons qu'on apporte en tout cas une plus grande lisibilité de l'image. Est-ce qu'il y a énormément d'informations en plus? Je ne suis pas persuadé, mais en tout cas, on apporte l'image est beaucoup mieux contrastée, les objets sont beaucoup plus lisibles. Vous voyez ici, regardez justement, ça c'est le 30 cm, ça c'est le mode HD. Regardez l'éclairage ici. Alors, il se devine hein, sur le 30 cm, il n'y a pas de problème, mais il se voit encore mieux sur le mode HD. De même que le motif en damier ici, il n'est pas très très visible sur l'image d'origine et il apparaît plus clairement sur le mode HD. Donc voilà, le mode HD, pour sûr, rajoute du confort dans l'interprétation de l'image, à défaut d'apporter une énorme information supplémentaire. Alors, pour vous illustrer une différence en termes de cartographie, parce que c'est mon métier d'origine, donc une petite comparaison faite entre Pléiades et Pléiades Néo. Donc là, vous avez une digitalisation qui a été faite donc, par des opérateurs sur des pâtés de maison entre Pléiades et Pléiades Néo, avec les bâtiments et les clôtures. Et vous voyez sur le même endroit, on arrive au niveau de Pléiades Néo, c'est naturel, hein, on a quand même une résolution bien supérieure, à un niveau de définition et de détail des bâtiments qui est beaucoup plus grossier au niveau de Pléiades. Et notamment, ce qu'on voit beaucoup mieux, c'est tout ce qui est mur et palissade, hein, qui est une thématique sur certaines cartes qui est extrêmement importante. Alors, excusez mon tropisme de projet militaire,
sur les cartes militaires, tout ce qui est clôture, palissade, mur, donc obstacles, sont extrêmement importants. Et avec Pléiade, on était un petit peu limité. On l'est beaucoup moins pour Pléiade Néo. Vous voyez les endroits qu'on éclaire. Le niveau de détail est quand même nettement supérieur. On a accès avec Pléiade Néo aussi au mobilier urbain, bien plus que précédemment. Donc, je parlais déjà de l'éclairage public, mais c'est toutes les descriptions de toit, les équipements en panneaux photovoltaïques, les marquages au sol. J'ai vu récemment sur Photorestituteur un couple stéréo sur Marseille de Pléiade Néo. C'est bluffant, c'est véritablement bluffant. Alors, je vous parlais de la masse d'informations qu'on avait emmagasinées. Donc, évidemment, on est obligé de travailler sur de l'intelligence artificielle pour détecter des objets d'intérêt. Les objets d'intérêt que l'on trace actuellement, ce sont des obstacles, comme les éoliennes ou les pylônes que vous voyez en haut à gauche. Ça peut être des réservoirs, des réservoirs de type pétrole, hein, qui ont une forme caractéristique. Les avions, ça c'est aussi très demandé, ou les bateaux, ou également les voitures. Il y a un gros marché pour savoir où sont à telle heure, où les gens vont sur quel supermarché, quel parking de supermarché, les gens sont garés plutôt que sur tel autre. Voilà. Donc voilà, en accéléré, et j'ai peut-être déjà pris trop de temps, ma présentation sur Pléiade Néo. Alors, juste un petit clin d'œil pour terminer. Vous voyez un bâtiment de Seattle, aux États-Unis, où on voit des espèces d'araignées géantes. C'est assez impressionnant. C'est moi qui suis tombé dessus par hasard. Donc, on voit une araignée, on voit son ombre. On se dit, c'est pas possible. C'est quoi cette araignée géante qui donne même une ombre? On en devine une deuxième ici. Donc, est-ce que c'est certainement pas une vraie? Est-ce qu'il y aurait une sculpture ou quelque chose comme ça? Et alors, en fait, en investiguant, on a trouvé, en fait, c'est un artiste peintre, un artiste peintre, qui s'appelle Marlin Peterson, un Américain, qui a peint en simulation 3D avec leurs ombres des araignées géantes sur le toit de Seattle. Et ces araignées, regardez la taille des pattes, hein, c'est pas si gros, hein. Et ben, on arrive à les percevoir relativement bien sur l'image Pléiade Néo. Ça, c'est pas du Pléiade Néo ici, hein, c'est vu depuis probablement un drone. Mais regardez, depuis l'espace, finalement, on les voit. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, je suis désolé d'avoir été un peu long. Donc, merci beaucoup pour votre attention, et si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Merci, Michael. Est-ce que tu peux sortir de... Voilà, partage d'écran. Merci, c'est vraiment superbe. C'est assez bluffant, en effet. Merci. On n'a pas beaucoup de temps pour des questions, mais on a quand même un petit quart d'heure. Donc, voilà. Donc, le principe, c'est que vous levez la main, vous connaissez un peu le système, vous appuyez sur réaction en bas de l'écran et vous mettez lever la main. Et voilà. Et donc, on verra. Et comme ça, je vois les personnes qui sont prêtes à poser des questions. Alors, je crois qu'il y a Anne-Jolie en premier et Tourga Bajouk ensuite. Si je bien tout le monde. Donc, Anne, si tu veux. Bonjour et merci pour avoir organisé cette présentation et merci pour l'avoir faite. J'avais deux questions, alors tout à fait intéressées. La première, c'est est-ce que vous pouvez juste nous dire un peu sur quel principe repose le passage du 30 cm au 15 cm, sans forcément dévoiler des secrets industriels, mais déjà sur voir un petit peu quel principe, comment ça fonctionne. Je suis bien curieuse de ça. Et la deuxième question qui est très intéressée, c'est est-ce qu'actuellement il est possible d'avoir des échantillons de données, des exemples d'images Pléiade Néo, et en particulier, moi dans mon domaine c'est la forêt et plus particulièrement métropole. Est-ce qu'il y a déjà des zones forestières qui sont couvertes et qui seraient déjà utilisables, notamment ne serait-ce que pour faire de la visualisation et voir ce que donnent ces images? Voilà, merci. Oui. Alors, pour la première question, je vais vous décevoir parce que je suis pas très... je connais pas, c'est développé par notre service de la recherche, hein.
Alors, suivant des algos qui ne sont pas, je dirais, forcément de grande volée, enfin, c'est des choses qui existent déjà dans l'état de l'art, qui ont peut-être été repris et renettoyés, mais voilà. Je crois qu'il y a il y a une base d'intelligence artificielle à l'intérieur, mais je ne peux pas vous en dire plus, hélas. Ce que je peux faire, si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est aller discuter avec les gens qui s'en occupent, et puis je vous recontacte. J'ai noté votre nom. Pour la deuxième question, il existe sur le site d'Airbus DS Géo des échantillons d'images. Je ne sais pas si ce sont des images complètes ou au moins des extraits. Il suffit de remplir un petit formulaire et après, ces images sont téléchargeables. Il y a différents types de paysages, différents endroits. Ça ne correspondra pas forcément peut-être à ce que vous voudriez. Après, ce que je vous invite, si vous avez des sujets de recherche particuliers ou des sujets d'intérêt particuliers, c'est peut-être de vous manifester au niveau du futur user group. Et dans ce cas-là, on pourra peut-être, suivant le projet que vous avez, vous trouver les images au bon endroit sur lesquelles vous pourrez éventuellement travailler. Parfait, merci beaucoup. Pardon. Anne, ça te convient comme réponse? Mais c'est très complet, oui, merci beaucoup. Ça ouvre le futur. Touria, tu peux mettre le son, voilà. Ouais, bonjour tout le monde, moi c'est Touria Bajouk, je travaille à l'Ifremer et merci pour l'organisation de cette rencontre parce qu'honnêtement j'entendais beaucoup parler de Pléiades Néo mais je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait derrière, donc la présentation elle était très claire, parfaite. Du coup, notre domaine d'application, c'est plutôt le routier. Du coup, j'étais vraiment ravie de voir le Deep Blue parce que je pense que ça va être très, très intéressant pour nous, notamment quand on s'intéresse à la bathymétrie. Et ma question est, effectivement, je reste intéressée par le groupe d'utilisateurs parce qu'on vient de soumettre un projet pour le SCO, pour la labellisation SCO, il s'appelle BioIOS. Et s'intéresse au suivi de la biodiversité marine côtière à l'outre-mer. Et effectivement, on est intéressé par avoir un jeu de données. Le projet démarrera début de l'année prochaine. Et c'était d'abord pour savoir quelles sont les conditions est-ce qu'il y a des critères pour adhérer à ce groupe de travail et est-ce qu'on pourrait espérer avoir des jeux de données sur notre zone d'étude comme application la biodiversité marine. C'est un sujet tous les sujets liés notamment à la mer et aux profondeurs marines, à l'utilisation du Deep Blue, en fait, nous intéressent particulièrement parce qu'on a peu de recul encore. Il y a une littérature, mais elle n'est pas très complète. Donc, on ne sait pas encore ce que permettra réellement de faire cette bande Deep Blue. Donc, tous ceux qui sont intéressés par des recherches en ce sens, évidemment, nous intéressent. Alors, le user group, il sera lancé lors de l'ISPRS, donc en juin là, entre le 5 et le 10 juin. On va voir comment le décliner aussi de manière nationale. Ce n'est pas encore totalement fixé. Il y aura probablement beaucoup de demandeurs, donc il y aura probablement un tri sur les demandes, et donc il faudra remplir très certainement un petit descriptif des recherches qui devraient être menées pour susciter notre intérêt et pour nous aider à sélectionner les projets. Et à partir de là, sur les projets qui seront retenus, il y aura des acquisitions spécifiques sur les zones d'intérêt des chercheurs en question. Et donc, vous pourrez utiliser ensuite ces images. Et puis, lorsque vous aurez des résultats, nous les communiquer. On aimerait, au niveau SFPT, donc surtout pour la gestion du groupe France, du sous-groupe France, du user group, organiser un événement de restitution des résultats, un colloque, un séminaire, plutôt dans le premier trimestre de l'année prochaine, avec aussi potentiellement la publication d'un certain nombre d'articles dans la revue de la SFPT. En tout cas, je reste intéressée et dans le projet, on est plusieurs parce qu'il y a l'Ifremer qui pilote le projet, mais il y a dans le consortium, il y a l'IMT Atlantique, il y a l'Université de la Sorbonne, Toulon, il y a l'IRD, il y a le CHUM. Donc, du coup, je pense que ça va être bénéfique à plusieurs structures, pas forcément qu'à l'Ifremer.
Et j'avais une deuxième petite question par rapport au produit modèle 3D. Est-ce que c'est un produit qui va être accessible au même titre que l'image ou... Alors oui, c'est-à-dire que vous aurez le choix soit d'acheter des couples stéréo ou tristéréo, hein, suivant les besoins, et pour ceux qui sont capables après de faire eux-mêmes leur modèle 3D, ou alors c'est un produit fini, je dirais, que vous pourrez acquérir auprès d'Airbus. Merci pour ces réponses et encore une fois, je reste intéressée par le groupe de travail. Je communiquerai via le mailing des adhérents de la SFPT lorsque le groupe verra le jour et que j'en connaîtrai un peu mieux les conditions. Je reviendrai vers l'ensemble des adhérents. Super, merci beaucoup. Il nous reste juste une dizaine de minutes à peu près. Donc, il faudrait que vos questions soient assez courtes. Luc, je te laisse la parole et ensuite c'est M. Picard. Oui, donc ma question est assez simple, c'est au-delà du user group, est-ce qu'on a déjà une vision de l'accès à ces images selon le principe de Dynamis? Alors, effectivement, Dynamis enfin, les sociétés qui composent Dynamis sont en discussion avec nous pour pouvoir mettre à disposition les images Plénéo un peu au même titre de ce qu'elles faisaient avec des images Spot ou Pléiade. Les négociations ne sont pas terminées, mais elles finiront par aboutir. Hein. Donc, oui, il y aura très certainement un mécanisme du type Dynamis qui permettra à des institutions, à des chercheurs d'avoir accès à des images à des conditions très intéressantes. Okay. Mais ce n'est pas encore signé à ce jour. Oui, oui. Je suis un peu impatient, comme beaucoup, je pense. Voilà, merci. Car je vous laisse poser une question. Oui. En fait, d'abord, bonjour à toutes et tous et bonjour à Michael. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé hein, la présentation parce que c'était vraiment très clair. Hein, j'ai vraiment très bien compris. Alors, moi, comme on le disait l'autre fois à l'AG de la SFPT, moi, je serais intéressé par le user group. Bon. Alors, je me demandais si pour l'Afrique, il y aurait possibilité justement d'avoir des images d'échantillons, enfin des échantillons d'images, sachant que je travaille sur l'agriculture et que j'ai commencé à le faire avec des images Spot 6, Spot 7. Donc, ce serait une comparaison de ce qu'on peut faire avec justement les Néo et les Spot 6, Spot 7. Je sais, oui. Tout est possible, je dirais, à ce stade. Encore une fois, parce que je pense que le user group, il sera probablement victime de son succès. Bien sûr. Donc, il y aura une sélection hein, auquel, surtout pour la partie France, j'essaierai de participer. Donc, je ne peux pas dire à ce stade que, évidemment, tout le monde sera retenu parce que ça ne sera certainement pas le cas, mais il y aura… Pour les heureux, si je puis dire, les heureux élus, oui, il y aura capacité d'accéder à des images. Alors, il ne faut pas s'attendre non plus à des quantités extraordinaires, hein, mais il y aura accès au type d'image sur la zone voulue par le chercheur. D'accord, donc c'est toute zone dans le monde, quoi. Oui. D'accord. Merci. Moi, je vais poser une question, mais que je ne peux pas lever la main parce que je suis l'hôte. J'ai beaucoup de questions en fait, mais je vais essayer de synthétiser le plus possible. J'ai participé dans le cadre de l'avant-projet Arctos, qui était le démarrage en fait de la réflexion sur la suite de Pléiade, et participé au recueil des besoins des utilisateurs. Et ce recueil de besoins qui consistait à avoir une donnée très rapidement, notamment pour les risques, c'est-à-dire avoir un tasking et la donnée, si possible, dans l'heure. Je suis vraiment très, très ravie de voir que ça va être mis en œuvre, que c'est mis en œuvre déjà grâce aux outils EDRS. Ma question, c'est est-ce que c'est réservé, ce temps très court est réservé à la défense ou est-ce que c'est accessible à tout utilisateur? À tout utilisateur. À tout utilisateur. Après, c'est un mode qui est plus cher, hein, parce que les services du satellite EDRS sont payants.
mais sont accessibles à tout le monde pour des risques, pour des catastrophes et pour les militaires, naturellement, qui sont des clients particuliers, mais a priori ouverts à tout le monde. J'ai une autre question par rapport aux besoins. Il y avait toute une communauté d'utilisateurs qui souhaitaient avoir du moyen infrarouge ou du SWIR, en fait, hein, à peu près à 6 microns, 2 microns. Finalement, ça n'a pas été choisi. Est-ce que tu sais pourquoi c'est une performance qui n'a pas été inscrite? Et est-ce que les Américains le proposent? Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer dans le futur? Ou vous resterez quand même toujours dans le domaine du visible et du proche infrarouge? Est-ce que tu sais ça? Je ne saurais pas beaucoup te dire. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'au sein de la société, on a beaucoup d'applications de type agriculture, hein, agriculture de précision, avec calcul de paramètres biophysiques pour le suivi de l'état des plantes, etc., pour le suivi de la déforestation. Enfin, on a des outils assez performants. La question a été posée aux experts de ces chaînes de traitement sur les bandes qu'ils aimeraient avoir. Et finalement, ce n'est pas le SWIR qui est ressorti. Il y a eu ce choix du Red Edge à côté du proche infrarouge, mais pas le SWIR. Donc, je ne saurais pas te dire pourquoi eux n'ont pas souhaité prioritairement retenir ça. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. C'est une question technique également, parce que dès qu'on est dans le SWIR, il faut refroidir les détecteurs d'une certaine manière, et donc si ça va augmenter la taille du satellite, quand on veut s'optimiser dans le visible, c'est peut-être pas non plus, c'est pas mieux, quoi. Mais voilà, donc il y a une demande là-dessus. Peut-être, oui, des considérations technologiques, oui, qui ont pu peser, peut-être, oui. Moi, je suis vraiment bluffée par la qualité de ces données, toutes ces capacités, en fait, toutes ces capacités. On en avait rêvé, et vraiment, c'est très, très chouette d'avoir réussi ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est 23, c'est pas mal de monde. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Parce sinon, on va clore, parce qu'il est déjà, je crois qu'il est déjà 3 heures, on n'est pas loin. Bon, il reste 2 petites minutes pour une question, éventuellement. Écoutez, non. Je crois que ça a été très clair, Michael. C'est vrai que les transparents étaient très clairs, très didactiques. Moi, vous nous excuserez pour peut-être des petits problèmes techniques au début. On commence juste à faire ce type de visioconférence. Ça va s'améliorer dans le temps, j'espère. Et en tout cas, merci d'être venus si nombreux. Et je vous donne rendez-vous. Alors, peut-être dans le cadre du congrès de l'ISPRS, on fera une séance spéciale avec une visio avec un chercheur. Voilà, mais sinon, on se donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle visio. Merci d'avance. Merci à toi et merci à vous tous d'avoir assisté. Merci à vous tous d'être présents et merci à toi, Michael, pour le travail que tu as fourni. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.